justement, quand on nous colle rien que des guignols, autant prendre un vrai clown. Interrogé dans les médias sur le succès de sa candidature, Coluche y voit avant tout les conséquences d'un mépris de la classe politique vis-à-vis du peuple. Il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux d'habitude et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous trouvez pas ? Un certain nombre de gens considéraient que la politique était tombée bien bas. Donc quand une candidature comme celle-là recueille un tel volume d'intentions de vote, donc culminant à 16%, elle est de nature à invalider tous les savants calculs des professionnels de la politique. D'abord, est-ce que ça ne va pas continuer à monter? Et puis, que deviendront ces électeurs? Sur qui vont-ils se reporter? Tout d'un coup, la farce ne fait plus rire tout le monde, à commencer par la classe politique. À droite comme à gauche, c'est la panique. Officiellement, François Mitterrand se dit serein et plutôt amusé par la candidature de Coluche. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Tout le monde a pris ça au départ comme une farce. Et puis après, le ton est monté. Il y a eu une cellule de crise pour voir comment on pouvait lutter contre ce phénomène de société. Et donc, il y a deux émissaires de Mitterrand qui vont sonner à la porte, ils vont rentrer, ils vont dire « Qu'est-ce que vous voulez ?» Bon, c'est pas une manière d'arriver chez quelqu'un. Lui, il va à ce moment-là les envoyer chier immédiatement en disant qu'il n'aura rien demandé et qu'il veut rien. En un quart d'heure, les mecs sont partis. Coluche est furieux. Il n'apprécie pas du tout la démarche maladroite de ses émissaires socialistes et compte bien le faire savoir dans les médias. Mais la rencontre avec Jacques Attali, un proche de François Mitterrand, va le faire changer d'avis. France Gall et Michel Berger viennent voir le spectacle au gymnase. Dans la loge, à la suite du spectacle, ils proposent à Coluche un dîner chez eux avec Attali. Voilà. Et 2 jours plus tard, ça doit être le 1er décembre, si ma mémoire est bonne, 80, donc on va dîner chez France Gall et Berger pour rencontrer Jacques Attali. Donc le dîner se passe mal. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus, mais il me traite de menteur, moi aussi je traite de menteur, on s'engueule. Et puis ça s'est arrangé au cours du dîner, on s'est séparés vers 3h du matin. Et en partant, il me chuchote « Faut que je te voie d'urgence ». Et il est venu le lendemain après-midi, chez moi. Et on prend un café, on va dans ma cuisine, et il me dit « Tu sais, raconte que des bêtises, hein, j'ai pas l'intention d'être candidat, et mon seul objectif, c'est de faire battre Giscard. » Battre Giscard. Quelques mois plus tôt, cela paraissait encore mission impossible. Mais le succès de la candidature de Coluche vient de prouver qu'une partie de la population française aspire à un changement radical et dans l'entourage du président de la République, on commence à s'inquiéter très sérieusement. Les sondages montrent que les gens qui voteront Coluche vont voter à gauche. Donc ça fait perdre Giscard. Donc à ce moment-là, c'est la panique à bord. Et cette panique, elle touche surtout le ministre de l'Intérieur de Giscard, qui s'appelle Christian Bonnet. Et il décide de tout faire pour torpiller cette candidature. On cherche immédiatement, s'il est possible, de l'arrêter, de l'intimider, de découvrir sur lui ou d'exploiter contre lui telle ou telle faiblesse ou tel défaut qu'il pourrait avoir. Coluche est devenu l'homme à abattre et Giscard ne va pas lésiner sur les moyens. Censure totale à la radio et à la télévision et surtout création du groupe Direction, une cellule des renseignements généraux, les RG, dédié au cas Colucci. Dans le dossier numéro 817 706, il consigne toutes ses activités quotidiennes et même son extrait de casier judiciaire. Là va se jouer un moment de malsain, de campagne d'intimidation. Utilisation de la presse d'extrême droite comme Minute, à qui la police envoie des trucs que normalement le journal n'aurait jamais pu avoir, qui sont les petites peccadilles que Coluche a fait quand il avait 16 ans, où il avait volé un rasoir dans une boutique. Pour décourager Coluche, le ministre de l'Intérieur Christian Bonnet est prêt à tout, y compris à franchir la ligne rouge. Il y a des flics au sein du groupe Direction qui ont cru bon de suivre et d'essayer d'intimider Michel. Le mettre sur écoute, ça va de soi. D'envoyer des lettres en envoyant « si tu continues, tu vas mourir ». Des menaces de mort, on en a reçu. Hein. Ouais, pas mal. Tu sais, quand tu reçois une lettre le matin avec une bastos dedans, et puis on te dit « bon, la prochaine c'est pour toi », ça fout les pétages, quoi. Des menaces qui ne vont pas tarder à prendre une nouvelle dimension.
Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne, n'aurait fourni sans doute qu'un fait divers en 3 lignes si, après vérification de son identité, on ne s'était aperçu que René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. C'était le régisseur des spectacles de Coluche. Ah bah pendant un moment, la farce, c'est plus une farce, hein. Quand tout d'un coup, il y a un mort, ça devient insupportable. Comme on ne sait pas d'où ça vient, moi-même, personnellement, je me dis, mais dis donc, si c'était trompé, si c'était toi qui voulais buter, si ça vient de la politique, comme c'était moi, le bureau politique ambulant, comme il m'appelait, si c'était moi. Donc, tout d'un coup, c'est la trouille qui s'installe. La police, sous le contrôle des RG, va volontairement brouiller les pistes et entretenir le flou sur les circonstances de la mort de René Gorlin. Ils vont même jusqu'à faire circuler des rumeurs pour effrayer Coluche. Les flics font la liaison avec la candidature. Il y a des barbouzes qui essayent d'assassiner un membre de l'équipe de Coluche pour l'empêcher de parler. On apprendra plus tard que René Gorlin, régisseur des spectacles de Coluche, a été assassiné par sa propre femme. Un crime passionnel sans aucun lien avec la candidature de l'humoriste. Mais le mal est fait et cette histoire va laisser des traces. Dans le clan de Coluche, on commence à se poser des questions. Il souffre, bien sûr, il souffre. Ouais, il est en souffrance, il commence à... c'est-à-dire qu'il sent que les choses lui échappent. Il y avait tout simplement un gag qui s'étirait, qui devenait de moins en moins crédible et qui devenait du coup de moins en moins drôle. Mis sous pression par la police, censuré dans les médias et incapable de recueillir les signatures des maires nécessaires pour valider sa candidature, Coluche finit par jeter l'éponge. Le 7 avril 1981, il donne une conférence de presse pour officialiser la nouvelle. Pour Coluche, l'aventure présidentielle est terminée. Quelques jours après cette annonce, il apporte son soutien officiel à François Mitterrand. Un mois et demi plus tard, Mitterrand devient le 4e président de la Ve République. Juste après l'annonce du résultat, Coluche fait partie des célébrités invitées rue de Solferino au QG du Parti Socialiste pour célébrer la victoire. Vous êtes à la télévision? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais pour Coluche, la fête sera de courte durée, car la campagne présidentielle a laissé des traces. Ça ne va pas vraiment laisser des traces politiques. Au contraire, il va être beaucoup plus clair dans sa vision des choses. En revanche, l'homme est cassé. Il est sorti très meurtri de tout ça, très fatigué, psychologiquement atteint. D'ailleurs, il va avoir une baisse de régime à partir de ce moment-là. Pour Coluche, rien ne va plus. À l'issue de cette campagne présidentielle éprouvante et parfois très violente, sa femme Véronique, mère de ses 2 fils Romain et Marius, demande le divorce après 10 ans de vie commune. Il allait mal. Véronique l'avait quitté, il était suicidaire. C'est vrai qu'il y avait des nuits entières où on le portait à bout de bras. Donc rupture, on ne voit plus ses enfants, garde alternée, enfin on sait tout ce que c'est dur. Et puis je pense qu'à ce moment-là, il plonge dans l'héroïne. La période où elle est partie avec les enfants, il n'était pas bien, il était asphyxié par la drogue. C'était pas plus mal non plus, quoi, que les enfants ne le voient pas dans cet état-là, quoi. Pour Coluche, c'est le début d'une longue descente aux enfers qui le voit sombrer dans l'alcool et surtout dans les drogues dures.